Alors bonjour à tous. Nous avons déjà vu 5 parties. 5 parties jouées dans ce duel des légendes entre Michael Tal, surnommé le magicien de Riga, et le Kid de Brooklyn, l'ancien champion du monde, Bobby Fischer. Alors lors de leurs 4 premières confrontations, jouées dans le même tournoi en 1959, on avait vu 4 victoires. 4 victoires de Michael Tal. Puis, la 5e partie, la 5e confrontation, jouée en 1961, 2 ans après, on a vu la première victoire de Bobby Fischer. Alors si vous n'avez pas visionné ces vidéos, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist complète. Et dans cette 6e partie, Bobby Fischer et Michael Tal se retrouvent dans le tournoi des candidats de 1962. Alors il faut savoir que Michael Tal, en 1960, est devenu champion du monde contre Botvinnik, mais en 1961, il a perdu son titre de champion du monde. Il avait une santé un peu vacillante et pas une très bonne hygiène de vie. D'ailleurs, dans ce tournoi des candidats de 1962, Michael Tal va tomber malade. Et le seul joueur à venir le voir dans sa chambre d'hôtel sera Bobby Fischer. Bobby Fischer avait une personnalité complexe, mais il s'entendait très bien avec Michael Tal. Ils avaient de très bonnes relations, donc il a été le voir. Alors dans cette partie, Bobby Fischer et les Blancs, il joue E4. Il ouvre avec le pion roi. C5, la défense sicilienne. Cavalier F3 pour appuyer la poussée D4, on connaît. Cavalier C6, D4. Prise en D4, cavalier prend D4. Et dans leur confrontation précédente, la 5e partie de ce duel des légendes, Michael Tal avait joué E6. Ça lui avait pas porté chance. Là, il a plutôt joué E5. Il attaque le cavalier et le cavalier, qu'est-ce qu'il a comme option? La théorie reconnaît surtout le coup cavalier B5 comme le meilleur. On va essayer de comprendre pourquoi. Déjà, la prise en C6, c'est pas intéressant, vous l'avez deviné, parce que le pion B7 peut reprendre vers le centre et appuyer plus tard la poussée D5. Ce pion C6 servira de marchepied à la poussée D5. Donc on va pas prendre en C6. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut reculer en B3 ou en F3, mais dans ce cas-là, les Noirs, leur idée c'est souvent de jouer cavalier F6 pour attaquer E4, et en cas de cavalier C3, jouer fou B4. Ils développent rapidement leur pièce, clouent le cavalier C3, mettent en danger le pion E4, et comme le cavalier C3 est cloué, il y aura même des possibilités de pousser en D5. Donc, les retraits de cavalier ne sont pas les meilleurs coups considérés par la théorie. Donc, cavalier B5, par contre, c'est intéressant parce que on vise la case D6, l'entrée en D6, appuyée par la dame. L'entrée sur cette case faible. Alors, on pourrait aussi jouer cavalier F5 pour entrer en D6. Mais quand on joue cavalier en F5, on est sous le viseur du fou et les noirs peuvent compliquer avec cette poussée en D5. Donc, cavalier B5 est joué par Bobby Fischer. Et là, vous comprenez, les noirs, ils n'aiment pas voir apparaître un cavalier en D6. Même en cas d'échange, la dame reprend, elle s'installe en D6, et les noirs perdent la paire de fou. Donc, souvent, les noirs jouent D6 pour empêcher l'implantation du cavalier sur cette case. Elles chercheront à repousser ce cavalier par le coup A6 un peu plus tard. Alors, c'est sûr que le pion D6 ferme la diagonale du fou F8. Mais là, Michael Tal, il ne va pas jouer D6, il va jouer A6. Il incite, il provoque l'arrivée du cavalier en D6. Sur cette case faible, avec échec. Alors il donne la paire de fous, la dame reprend. Où est l'idée de Michael Tal? Eh bien, c'est de jouer dame F6. D'attaquer tout de suite la dame noire, d'avoir un développement rapide, de ne pas redouter dame prend parce que cavalier reprend, ça permettrait de booster le développement des noirs. Donc finalement, Bobby Fischer rentre en D1. Et là, dame G6, un coup malin, astucieux. Alors on pourrait se dire c'est simplement pour libérer la case du cavalier G8 en F6. Eh bien, fausse donne, fausse pioche, parce que le cavalier il ira en E7. C'est même pas pour ça. C'est que la dame en G6, elle va pointer des faiblesses sur case blanche. Le pion 4, vous l'avez certainement remarqué, mais également le pion G2 pour compliquer le développement du fou en F1. Alors pourquoi? Pourquoi les noirs cherchent particulièrement à pointer les faiblesses sur les cases blanches? Bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en D6, l'échange a été asymétrique. Il y a eu un déséquilibre. Il y a eu un échange du fou de case noire contre le cavalier en D6. Et donc les noirs, ils n'ont plus de fou de case noire, mais du coup ils ont une pièce légère supplémentaire pour engager le combat sur les cases blanches. Les pièces légères aux échecs, c'est les fous et les cavaliers. Et le fou de case blanche peut bien sûr plus tard engager le combat sur les cases blanches, comme les deux cavaliers, ils peuvent jouer sur les deux couleurs. Mais les blancs avec leur fou de case noire ne pourront pas livrer combat ou se défendre sur les cases blanches. Donc l'idée de Michael Tal, c'est de faire le dos rond sur les cases noires et de livrer combat, livrer bataille sur les cases blanches. Et c'est ce qui se passe avec ce coup de dame en G6. Remarquez que
il n'y a pas que la cible E4, les cibles 4 et G2. Il y a également dans le viseur la cible du pion C2. Vous allez me dire, mais en quoi le pion C2 est menacé ici? Eh bien, les noirs vont chercher après cavalier E7 souvent à pousser en D5. Ça libérera la diagonale du fou en C8, mais l'idée sera de dévier le pion en E4. Et dès que ce pion prend, le cavalier C6 pourra venir en B4 ou en D4, et il pourra menacer de prise du pion C2 sous protection de la dame en faisant des fourchettes roi, tour. Donc vous voyez, l'idée des noirs, c'est de jouer cavalier E7 et D5, d'avoir un développement rapide et d'engager le combat sur les cases blanches. Alors les blancs jouent cavalier C3, cavalier E7, et les blancs ils sont gênés par la présence de cette dame en G6, qui pointe E4, G2, C2, vous voyez. Donc les blancs vont jouer H4, ils vont chercher à déstabiliser la dame par H5, mais les noirs calment tout de suite les ardeurs du pion H en jouant H5. Fou G5 joué par Bobby Fischer. Il met en joue le cavalier en E7, mais les noirs méprisent cette action et ils jouent D5. Alors là, Bobby Fischer va prendre le cavalier, il semble que dans les analyses, la prise du pion D5 soit quand même préférable. Néanmoins, c'est pas facile, parce qu'après la prise en D5, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, cavalier D4 arrive, on pointe C2, on veut faire cavalier prend C2, on pourrait se dire que fou D3 règle tous les problèmes, mais fou F5. Et c'est une position complexe quand même. Donc dans la partie, après cette poussée en D5, Fischer, il ne va pas prendre en D5, il va préférer prendre le cavalier en D7. Et la Tal ne reprend pas, il joue le coin intermédiaire D4. Et les deux pièces blanches sont attaquées, donc les blancs vont devoir rendre la pièce. Fischer préfère préserver son fou. Mais il y a la prise en cavalier, du cavalier en C3, donc ça ruine la structure de pion à l'aile dame, et ça perd le pion en E4. Sur échec. Fou E2. Ici, si les noirs s'emparent du pion en G2, il y aura certainement fou F3 qui va arriver. Et la dame noire va falloir lui chercher ses cases. Donc Mikhail Tal va plutôt jouer F6, ce que l'on peut comprendre d'ailleurs, parce que ça solidifie ici une chaîne de pions sur case noire, pour entraver le fou de case noire, le fou qui fait défaut à Mikhail Tal. Donc il joue F6. Il n'a évidemment pas peur de fou prend H5, puisque le fou est cloué. Donc le fou recule en E3. Et là, que va faire Mikhail Tal? Il ne va pas prendre en G2. Ça ne l'intéresse jamais, parce que sur les prises en G2, déjà, il pourrait y avoir fou F3 qui règle les problèmes, mais on pourrait faire fou prend H5 échec d'abord. Et si le roi bouge, revenir en F3 après. Et si la tour prend le fou, eh bien, on peut prendre sur échec. Si les noirs jouent G6, on pourra toujours aller en H8 sur échec, et le roi pourra toujours faire grand roc pour mettre les tours en liaison et régler le problème. Donc dans cette position, ça n'intéresse pas Mikhail Tal de prendre le pion G2, et il va jouer fou G4. Il ne redoute pas F3, puisque ça perdrait le fou en E3. Donc Bobby Fischer joue dame D3. Et là, Mikhail Tal prend, ce qui permet à Bobby Fischer de reprendre et de régler les problèmes structurels qu'il avait à l'aile dame, de dédoubler ses pions. Ça, c'est très important. Il y a fou prend, roi prend. Alors dans une finale, on n'a pas peur d'avoir un roi déroqué, puisqu'il n'y a plus les dames, donc le roi est moins en situation critique, il a moins besoin d'un abri sûr. Et les noirs font grand roc. Et dans cette finale, on a un déséquilibre structurel, bien sûr, mais on a aussi un déséquilibre matériel d'un fou de case noire contre un cavalier. Et on va voir que ça va être très présent, cette donnée, cet élément positionnel, ce déséquilibre va être très présent jusqu'à la fin de la partie. Et à ce jeu-là, c'est le fou de Bobby Fischer qui va maîtriser, dominer le cavalier de Mikhail Tal. Alors, c'est pas très visible maintenant. Ça le sera un peu plus tard. On va comprendre les évolutions. Ici, Fischer, il joue tour à D1. Donc, il va chercher à jouer D4 et obtenir un pion passé. Cavalier E7 a été joué. D4 et le cavalier vient en D5. Donc là, on se demande bien en quoi le fou E3 serait supérieur au cavalier. Mais vous allez comprendre. Tour C1. Tour E8. Tour D1. Et là, un coup que je n'ai pas aimé de Mikhail Tal. Il cherche l'activité avec F5. Mais en réalité, il va désagréger sa structure de pion qui tenait les cases noires. Et il va donner du jeu au fou de case noire. Et on verra même que cette poussée donnera du jeu au roi. Donc F5 a été joué. Évidemment, Bobby Fischer
profite de la faille en G5 pour se faufiler en G5, attaquer la tour qui vient en D7, et maintenant la prise en E5. Tour prend 5 échecs, roi F3, tour E4, tour D3, tour C4, tour D1. Et là, Mikhail Tal, il s'empare d'un pion. Tour prend C3, tour prend C3, cavalier prend C3, tour C1 le clouage, tour C7, fou F4, on attaque la tour, tour C6, et fou E5. Et maintenant, les choses vont s'éclairer. C'est vrai que les noirs ont un pion de plus. C'est vrai que les noirs peuvent même prendre en A2 et avoir 2 pions de plus. C'est pas ce qui va se passer dans la partie. Dans la partie, le cavalier va venir en D5. On va comprendre. Parce que si le cavalier noir vient en A2 et prend le pion en A2, il y a l'échange des tours. Et même si les noirs ont 2 pions de plus, en réalité, ils sont fichus. Alors déjà, il y a le pion G7 qui est en danger. Mais on va avoir l'incursion du roi en F4. Donc le roi blanc est plus actif que le roi noir. Et vous voyez le problème, même si les noirs jouent G6 par exemple. On rentre en G5 et vous voyez la chaîne de pions qui était sur case noire, qui devait entraver tout à l'heure le fou de case noire. Eh bien, Mikhail Tal, il a mis cette chaîne de pions sur case blanche. Certes, le fou n'a pas de cible, mais qui empêche le roi de se faufiler sur les cases noires, du coup? Personne. Et quand le roi se faufile sur les cases noires, eh bien, il va tout ramasser. G6, F5 et H5. Et l'urgence, c'est de gagner G6 et H5 pour libérer le pion H et obtenir un pion passé. Alors les noirs aussi, ils ont des pions passés à les dames. Ils ont le pion A6 et le pion C6, mais dans une finale, avec des jeux de promotion sur les deux ailes, le fou est bien souvent supérieur au cavalier, parce que le fou est une pièce à longue portée, qui peut très facilement contrôler la case 1 ou la case C3, ou même revenir en F4 et contrôler la case C1, des cases de promotion, ou se sacrifier très vite, alors que le cavalier, il ne peut pas aller d'une aile à une autre aussi rapidement. Et ça sera compliqué pour le cavalier de revenir entraver la marche à promotion du pion H. Compliqué ou même impossible. Donc en réalité, cette position, malgré les 2 pions de plus momentanés pour les noirs, en réalité, elle est gagnante pour les blancs. Donc, après fou E5, Mikhail Tal, il ne va pas s'emparer du pion en A2. Il va jouer cavalier D5 et tout s'explique. Il propose l'échange des tours, mais en contrôlant la case F4, il ne veut pas que le roi rentre. Donc, Fischer attaque. Il joue tour D1. Cavalier F6, et le roi rentre en F4. G6. Alors là, il ne veut pas rentrer en G5 tout de suite, parce que si on rentre en G5 tout de suite, il y a cavalier E4. Échec, et la tour défend d'ailleurs le pion G6. Donc là, Fischer, il va jouer F3 d'abord. Il met son pion sur case blanche pour tenir en respect le cavalier, et cherchera ensuite à s'infiltrer en G5. Le cavalier vient en D7, il attaque le fou qui vient en D6. Tour C2, attaque le pion G2 qui vient en G3, et là c'est toujours pareil. Si on prend le pion en A2, ce qui ne s'est pas produit dans la partie, mais si on prend le pion en A2, le roi se faufile, et même si les noirs jouent B5, on va prendre en G6, même si là B4 c'est pas possible, il y a le fou, mais même si on vient en A5, on prend en H5, B4, on joue roi G6, et le pion H a une meilleure valeur que le pion B, en réalité. Les blancs, c'est beaucoup plus facile pour eux de stopper le pion B que ça l'est pour les noirs de stopper l'avance du pion H. En plus, toujours pareil, le roi blanc est supérieur au roi noir dans l'activité. Le fou est supérieur au cavalier. Donc dans la position, c'est pas tour prend A2 qui a été joué, c'est tour E2 de Mikhail Tal. Il veut revenir en E6. D'ailleurs, il y a eu roi G5, tour E6, il veut pas perdre G6, parce que G6, c'est la base de la structure de pion. Si G6 tombe, tout tombe. Fou F4, cavalier F8, tour D6. Alors si les noirs prennent, le fou prend, déloge le cavalier, ce qui permettra de gagner G6. Donc les noirs jouent à 5, roi H6, on cherche à rentrer en G7, tour E2, tour D2, la tour revient va en E7, et là fou D6. Et tour H7 a été joué. Donc on repousse le roi qui retourne en G5 et tour F7. Et là, un joli coup. Un joli coup de Bobby Fischer. On pourrait s'attendre à fou prend cavalier. Et sur tour prend, on va prendre le pion G6. Bon, la tour pourrait venir en G8 pour contre-attaquer sur la colonne G. On pourrait prendre le pion F5. Voilà, on pourrait faire ça. Vous voyez, fou prend, roi prend, tour échec, roi prend,
tour prend F4 et cette finale, elle est supérieure pour les blancs. Toujours avec le couple roi et pion passé qui vont collaborer dans l'avance. Bon, c'est vrai que le pion H est vulnérable, mais je pense que c'est supérieur pour les blancs. En plus, la tour blanche coupe le roi noir. Mais dans la position, ici, Bobby Fischer, il va trouver mieux qu'initier cet échange. Qu'a-t-il joué d'après vous? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer d'avoir votre propre idée. À tout de suite. Alors, Bobby Fischer, il a joué tour B2. Il met en zugzwang les noirs. Les noirs sont contraints de jouer, mais pratiquement tous leurs coups dégradent leur position. Si le pion A avance, tout ce qu'il fera, c'est s'exposer, puisqu'il n'y a aucune pièce noire capable de solidifier le pion A s'il avance trop loin. Le pion B, il ne peut pas avancer. Le roi, s'il y a roi D7, on pourra faire tour prend B7, échec avec l'enfilade sur la tour F7. Si le roi vient en D8, là ça vaut le coup d'échanger, de faire fou prend cavalier, tour prend. Et c'est pas le pion G6 qu'on prendra, c'est le pion B7. On menacera tour B8, on va limiter le roi avec le contrôle de la 7e rangée. On va couper le roi. Donc le roi a du mal à jouer, les deux pions également. La tour, elle doit rester à la protection du cavalier. Le cavalier protège le pion G6. Même si c'est vrai, sur cavalier D7, il ne faut pas tomber dans le piège quand même. Il ne faut pas faire roi prend G6 immédiatement, parce qu'il y aurait tour F6, fourchette roi, fou. Et là, c'est la douche froide. Mais les blancs pourraient s'emparer du pion G6 en deux coups. Certainement, ils pourraient faire tour C2 échec pour dévier le roi en D8, avoir l'échec en C7, et comme ça, on pourra faire roi prend G6, il n'y aura pas de fourchette après. Donc, dans la position, après tour B2, finalement, Bobby Fischer, il dit à Mikhail Tal de jouer. Alors, Mikhail Tal joue F4. Il sait qu'il perd le pion. Il y a fou prend. Mais au moins, il libère la case F5. Il essaie de jouer tour F5 échec. Et de se décongestionner. Et ce roi H6, la tour sur la 5e rangée, permet l'avance du pion en B5. Fou D6. On met une pression sur le cavalier. B4. G4. Tour prend F3. Et là, on ne prend pas en H5, on joue G5. Avec l'idée de prendre le cavalier et de faire tomber G6 et H5 et avoir deux pions passés liés. Alors le cavalier vient en E6, roi prend G6, tour D3 attaque le fou qui vient en E5, tour E3 on attaque le fou, roi F5 on contre-attaque sur le cavalier F8, et là tour G2. Ça c'est un conseil que l'on peut souvent vous donner. Quand vous avez un pion passé, essayez de mettre la tour derrière le pion passé. Comme ça, protège le pion passé vers l'arrière, et c'est comme un propulseur pour avancer le pion jusqu'à dame. Tour F3 échec, fou F4, roi D7, et là G6. Alors c'est vrai que le roi est venu en D7 pour appuyer l'arrivée du cavalier en E6. Et d'un seul coup, il y a une double attaque sur le pion en F4. Sur le fou en F4, pardon. Mais pion G7. Alors il y a eu tour prend F4 échec, roi E5, mais comment arrêter le pion? La seule façon d'arrêter, c'est de sacrifier la qualité, c'est de faire tour F8. C'est vrai que les blancs vont prendre la tour, le cavalier reprend, et les blancs auront une qualité de plus. On pourrait revenir quelques coups avant. On pourrait se dire, du coup, tour prend fou n'est pas le meilleur, les noirs pourraient faire cavalier prend. Mais dans ce cas-là, on fait tour prend cavalier échec, et on a un fou de plus dans la position. C'est toujours mieux pour les blancs. Donc dans la position, après cette poussée en G7, Mikhail Tal a pris le fou, roi E5, il a joué F8, prise en F8, cavalier reprend, et roi D5. A4, tour G7 échec, le roi blanc s'est mis en opposition du roi noir justement pour délivrer cet échec et obliger le roi à rétrograder, à aller sur la 8e rangée. Et là, roi D6, et si vous regardez bien, le cavalier est totalement dominé, il n'a plus de case. Ni D7, ni E6, ni G6, ni H7. Alors, B3 a été joué, et là, Fischer conclut de jolie manière, avec l'esthétique coup A3. Et les noirs, encore une nouvelle fois, ils sont en zugzwang, ils sont contraints de jouer, et que jouer. Le cavalier ne peut pas jouer, sinon il est perdu partout où il va. Si le pion va en B2, il suffit de jouer tour B7. On peut être plus malin d'ailleurs, on peut faire tour E7 échec pour obliger le roi à venir en face du roi blanc. Comme ça, quand on joue tour B7, c'est pas simplement le pion qu'on attaque, on menace mat également. Donc sur A3, si le pion avance pas, qu'est-ce qui reste comme coup pour les noirs? Eh bien, roi D8. Et là, on peut venir attaquer le pion A et menacer tour A8 mat.
Donc il n'y a pas de solution pour les noirs. Donc ce coup à 3 met fin à la partie. Voilà, une belle partie. On a eu un beau combat avec une ouverture assez intéressante, avec beaucoup de déséquilibre. Et puis après, on est tout de suite transité dans une finale. Hein. Dès la fin d'ouverture, les dames ont été échangées rapidement et on s'est retrouvé dans une finale avec cette lutte de fou contre cavalier, dans laquelle le fou a réussi à dominer le cavalier. Mais on peut dire également que c'est l'activation du roi, finalement, de Bobby Fischer, le roi qui était au centre, et qui a beaucoup plus pesé dans les débats, alors que le roi noir, il a toujours erré sur la 7e ou la 8e rangée et n'a pas pu avoir d'influence. Donc pour remporter cette partie, c'est une conjonction entre la domination du fou sur le cavalier, dans cette position ouverte, dans ce jeu sur les deux ailes, où l'influence du fou sur sa capacité à combattre avec les longues portées lui ont été profitables, mais également avec une meilleure présence du roi dans la finale. Bien, j'espère que vous avez pris du plaisir pour cette victoire de Bobby Fischer. Il en reste 2 des parties. Ils ont joué encore 2 parties. 2 parties que nous verrons prochainement et qui concluront ce duel des légendes. Merci pour votre suivi. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.